Au moment où nous engageons ce débat ici au Sénat, l'atmosphère est étrange. Elle est pesante, insaisissable, souvent inquiétante. Nous avons le sentiment presque d'une veillée d'armes. Certains jettent de l'huile sur le feu, comme on vient de le voir, tandis que le gouvernement est amené à réviser la doctrine d'emploi des forces de l'ordre. Comment a-t-on pu en arriver là, à une France aussi fracturée, parfois désespérée, souvent colérique? Comment a-t-on pu voir profaner la tombe du soldat inconnu et saccager l'Arc de Triomphe? À mon tour, je m'associe à l'hommage rendu par Monsieur le Premier ministre aux forces de l'ordre et aux sapeurs-pompiers, à leur courage, à leur maîtrise, à leur professionnalisme. Monsieur le Premier ministre, oui, votre gouvernement a eu raison d'engager des réformes trop longtemps repoussées. Oui, votre gouvernement a eu raison de vouloir une Europe plus protectrice. Nous subissons non pas trop d'Europe, mais une insuffisance de volonté, de réactivité, d'ambition européenne. Oui, votre gouvernement a eu raison de mettre en évidence l'urgence climatique. Malheureusement, derrière ces intentions louables, beaucoup d'erreurs de jugement et de maladresse. Je n'en ferai pas la liste, beaucoup s'en sont déjà chargés. Chaque critique est fondée, légitime, sauf peut-être lorsque ceux qui ont le plus rempli la cruche sont aujourd'hui ceux qui dénoncent avec le plus de cynisme les dernières gouttes versées. Le rejet de nos institutions se nourrit aussi de ces comportements médiocres. La France, malheureusement, n'a pas l'exclusivité de telles manifestations. Vous regarderez ce qui s'est passé en 2013 en Italie, le mouvement des fourches, les Forconi, qui ensuite a donné lieu à l'existence du mouvement 5 étoiles, et vous connaissez la suite. L'urgence est absolue. Au-delà de l'impact à l'étranger et du coût économique, un nouveau samedi de chaos nous rapproche d'un bilan dramatique. Le vandalisme, le déchaînement de violence y conduisent, les réactions de peur et d'autodéfense y mènent tout autant. Dans ce contexte, la question d'un abandon de nouvelles taxes carburant ne se posait même plus. Le Sénat les avait supprimées. Il est dommage de ne pas nous avoir écoutés dès l'an dernier. Un freinage à temps aurait mieux valu qu'une sortie de route. Ce sont des annulations et le problème aujourd'hui demeure entier pour le pouvoir d'achat. Au demeurant, le problème de l'annulation des hausses sur l'électricité va se poser dramatiquement. On sait quelle est la doctrine du Conseil d'État en la matière et il y aura rattrapage. La crise doit désormais être une opportunité pour repartir sur de nouvelles bases. Mon expérience, notre expérience d'élus locaux conduit à quelques certitudes. Les réformes doivent avoir un sens, le ressenti est aussi important que la réalité, l'égalité des chances à long terme ne peut compenser l'injustice sociale immédiate, le discrédit partiel des corps intermédiaires ne peut justifier la verticalité de l'exercice du pouvoir. Enfin, les responsabilités de vos prédécesseurs ne vous exonèrent pas de vos propres erreurs. Ce n'est pas parce que vous avez trouvé des dettes publiques considérables, des prélèvements excessifs, des déficits extérieurs, une compétitivité des entreprises en berne, que vous aviez le champ ouvert à toutes les impulsions de la majorité. Monsieur le Premier ministre, les réformes structurelles produisent des ennuis tout de suite et des dividendes différés. C'est bien pourquoi autant de gouvernements ont aussi souvent renoncé. Ne soyons pas hypocrites, vous en avez lancé et c'est apporté à votre crédit. L'insuffisance du pouvoir d'achat est une source terrible de frustration et de colère. Beaucoup de salariés, d'artisans, de travailleurs indépendants, d'agriculteurs témoignent en ce sens depuis des semaines. C'est une désespérance, une humiliation qui se renouvelle chaque mois pour des millions de Français, renforcée par l'indécence de certains revenus ou de comportements issus d'un capitalisme outrageusement financiarisé. Une réponse doit être adressée immédiatement à ces Français qui expriment leurs difficultés quotidiennes. Notre groupe propose ainsi de diminuer immédiatement le taux d'imposition de l'impôt sur le revenu sur les deuxième et troisième tranches, celle des revenus modestes et des classes moyennes. Nous proposons également l'exonération des heures supplémentaires pour les salariés aux faibles revenus. Ces mesures peuvent être partiellement compensées par un relèvement de la contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus. La baisse des APL a été vécue difficilement également par leurs bénéficiaires. Il faut absolument les revaloriser. Monsieur le Premier ministre, les symboles sont cruciaux. Ils comportent une part d'injustice, mais ils sont ainsi, plus encore depuis l'avènement des réseaux sociaux et des chaînes d'infos en continu. Nous avons connu le Fouquet's, nous avons connu Leonarda, il y a désormais le président des riches. Votre gouvernement
assume que la réussite des uns doit également servir de bienfait aux autres. Ce raisonnement se défend et vous avez raison d'essayer, puisque tout le reste a échoué. Cependant, la mise en œuvre compte autant que la justesse de l'intention. Alors que notre société est assaillie par la précarisation, par la peur du déclassement, il faut mettre sous condition ce que nos compatriotes ressentent comme des cadeaux accordés aux plus favorisés. Leur légitimité doit reposer sur une utilité sociale probante. Les entreprises ont été fiscalement matraquées au début de la décennie. Souvenons-nous du mouvement des pigeons. L'ampleur des dégâts a ensuite conduit à diminuer leurs charges. Il s'agit aujourd'hui que les mesures prises en leur faveur soient évaluées, mais également assujetties à des obligations sociales. Les aides ne sont pas faites pour augmenter les rémunérations des dirigeants ou les dividendes. On l'a vu encore il y a peu chez Vallourec, où, après avoir distribué de nombreux dividendes, l'entreprise se tourne à nouveau vers la BPI pour solliciter des aides. Elles sont faites pour augmenter les investissements, préserver les emplois, puis augmenter les salaires. Pour nous, le montant de l'impôt payé par les entreprises ne doit plus être unique, mais être variable en fonction du respect d'un partage équilibré des excédents d'exploitation. L'optimisation fiscale des grands groupes est devenue insupportable, financièrement et moralement. Ces entreprises s'enrichissent sur le dos des États en ne contribuant en rien à une prospérité dont leurs produits ou services profitent à plein. L'Europe doit en terminer avec la règle de l'unanimité pour faire évoluer les dispositions fiscales européennes. On ne peut pas construire une Europe solidaire en maintenant une faculté de veto aussi ouverte. On le voit avec le piteux accord sur les GAFA, la règle de la majorité qualifiée doit progressivement s'imposer. Dans le schéma du gouvernement, la suppression de l'ISF était cohérente. Au demeurant, chacun d'entre nous souvent se souvient que sur ces bancs, nous étions nombreux à l'avoir demandé. Mais abandonner cette icône aurait dû être accompagné par un symbole tout aussi fort, celui d'une contribution des plus aisés au développement de nos petites et moyennes entreprises, principale source des créations d'emplois à venir. Aujourd'hui, au demeurant, on voit que de nombreux chefs d'entreprise demandent à pouvoir donner 10% de leurs ressources annuelles en direction de fondations ou d'institutions. Faisons en sorte d'exaucer leurs vœux, Monsieur le Premier ministre. Le sentiment d'injustice repose aussi sur l'accumulation de dispositifs dérogatoires et illisibles. Il repose également sur l'ampleur des fraudes fiscales et sociales. Rien n'est plus dévastateur que de compter un à un ces euros lorsque d'autres trichent sans vergogne ou abusent sans scrupule. La lutte contre ces fraudes ne doit pas être un slogan, mais une priorité. Le sujet central est pourtant celui de la réforme de l'État et des politiques publiques. Il n'y a que sous cet angle que nous pourrons diminuer la dépense publique, trop d'impôts et trop de prélèvements pour trop peu de résultats. Ce n'est pas la charge qui est choquante, c'est le décalage entre son importance et l'insuffisance des résultats produits. La table rase dont rêvent certains est un fantasme. Et néanmoins, on ne réforme pas sans écoute, sans considération et sans relais d'opinion. Plutôt que de contourner ces supposés enquiquineurs, il faut les revivifier. Ce n'est pas une conviction, c'est une certitude sur laquelle nous nous avons maintes fois alertés. La versatilité des peuples rend illusoire la démocratie directe. Au pays des injonctions contradictoires, il faut des enceintes de dialogue et de hiérarchisation des priorités. Des réformes subies font éclore le seul ressentiment. Nous qui avons tous été élus locaux savons qu'on ne révise pas un PLU seulement avec une poignée d'élus dans un conseil municipal. La limitation de la vitesse à 80 km/h, comme l'a dit mon prédécesseur, le président Requier, est à cet égard l'illustration d'une méthode cauchemardesque. L'intention est bonne, elle est louable. Décision venue du sommet, zéro concertation, zéro adaptation aux réalités de terrain, zéro confiance aux élus locaux, refus de l'expérimentation localisée. Avec au final une incompréhension générale alimentant une grogne qui n'en avait pas besoin. Monsieur le Premier ministre, face à ce défi global des réformes, comment faire pour que l'impulsion ne se perde pas dans les sables mouvants de la concertation et de la consultation ? Nous proposons d'introduire dans notre droit une plus large ouverture aux consultations populaires. Nos référendums sont binaires et tardifs. Le peuple ne peut répondre que par oui ou par non à un projet totalement ficelé dans un contexte de dramatisation où la réponse est moins liée au sujet qu'à celui qui la pose. L'exécutif, national ou local, doit pouvoir interroger les Français sur une intention et leur permettre de manifester leur préférence pour une option parmi d'autres. S'il fallait schématiser, ces consultations seraient en quelque sorte un sondage citoyen avec une question à choix multiples. Après un large débat tranché par un vote, charge ensuite de légiférer selon l'option privilégiée. Monsieur le Premier ministre, l'élection d'Emmanuel Macron incarnait l'acceptation et même la demande d'une large remise à plat de nos politiques et de notre gouvernance, sans tabou, en dehors de toute approche dogmatique.
Nous avons souvent tendu la main ici au Sénat et nous l'avons alerté de façon constructive et loyale. Dans une période aussi volatile, je suis convaincu que le Sénat conservera cette attitude responsable comme un gage de la stabilité nécessaire des institutions qui constituent la force de notre pays. Monsieur le Premier ministre, en conclusion, j'en terminerai par une question. Les mesures qui ont été annoncées, ou du moins leur annulation, vont coûter dans les 4 milliards et un peu plus encore. Aujourd'hui, nous aimerions connaître quelle est la ligne du gouvernement, quelle est sa politique, quelles sont les réformes que vous allez nous proposer, puisque en quelques jours, on est passé d'une ligne à une autre. Dimanche, on tenait le cap. Mardi, on était dans le moratoire. Mercredi, vous avez annoncé que ce moratoire pouvait se muter en annulation. Le président de la République l'a confirmé par un communiqué hier soir. Quelle est aujourd'hui la ligne du gouvernement que vous proposez à notre Assemblée d'apprécier? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président.